Dernière phase du compte à rebours. Loïc Leferme, l'apnéiste le plus profond du monde, se prépare à quitter la surface des eaux méditerranéennes. À bord de son ascenseur pour les abysses, il prépare son corps à se priver d'oxygène pendant de longues minutes. 44 secondes. Je suis dans un milieu hostile. C'est hostile. Il va affronter la pression titanesque qui règne dans les grands fonds. À partir de 100 mètres, la mer, elle est sombre, elle est froide, elle est lourde. Et j'essaie de me faire une place, un endroit où l'homme n'est pas censé aller. La discipline que pratique Loïc s'appelle le no limit. 30 secondes. La discipline reine de l'apnée, celle que pratiquait déjà le grand Jacques Mayol. Le no limit permet d'atteindre des profondeurs telles que la vraie limite, c'est l'homme lui-même. C'est ça l'aventure de la profondeur. L'exploration sur soi et aller à un endroit où jamais personne n'est allé. Pour témoigner, juste pour témoigner. Le voilà parti. L'entraînement et une technique respiratoire particulière lui ont permis d'embarquer plus de 9 litres d'air dans ses poumons, 2 fois la capacité d'un homme normal. Sa gueuse, un poids de 30 kilos, l'entraîne vers le fond à plus d'1 mètre par seconde. Moins 30 mètres. Déjà 3 kilos de pression par centimètre carré. Tous les 10 mètres, 1 kilo supplémentaire. Au fond, sur toute la surface de son corps, la mer pèsera plus de 200 tonnes. Loïc croise son dernier plongeur de sécurité. Il est désormais complètement seul. Je pars à un endroit où je vais découvrir des choses sur moi-même. Et essayer de comprendre le corps. Essayer de comprendre que l'adaptation, elle se fait à l'infini. Loïc entre en lui-même, ordonne à son corps de se mettre à l'économie. J'essaie de me détendre complètement. Et j'essaie d'être encore plus à l'intérieur du corps parce que la mer me le demande. À une certaine époque, tout le monde disait, les médecins, qu'au-delà de 40 mètres, comme un téléviseur, on imploserait. Parce que quand on descend, la pression augmente à l'extérieur. Et il y a un moment, notre cage thoracique, elle est comprimée, elle peut plus se comprimer. Pourtant, on continue à descendre. Loïc est écrasé. Sa combinaison flotte. Chaque poumon est réduit au 10e de son volume. À peine la taille d'une orange. Ça passe par une flexibilité du corps, physique et mentale. Et les deux sont complètement associés. Physique parce qu'il faut réussir à rendre le corps très souple, la cage thoracique, les muscles, toutes les insertions, les os. Et mental, réussir à être suffisamment souple mentalement pour accepter la pression. C'est ça qui fait
la quête et la clé de la réussite en profondeur. L'apnée, c'est réussir à lâcher prise. À l'intérieur, je vois mon corps qui évolue, je ressens des choses qui sont de l'ordre du non palpable. Des choses que je ne peux pas ressentir quand je suis à la surface. Je passe d'un état à un autre, l'état terrestre à l'état aquatique. Une 10. Moins 90 mètres. Loïc approche le mur des 100 mètres. Une zone mythique pour un apnéiste. Le cap des 100 mètres, c'est Jacques Mayol. Jacques Mayol, ça a été la première personne sur Terre à descendre à plus de 100 mètres en une seule inspiration. Et ça a toujours été ma référence. En état de béatitude, il s'immergera imprégné de la vision de deux êtres chers. Speedy, un dauphin exceptionnel, un dauphin pas comme les autres, qu'il voudrait entraîner avec lui dans ses plongées profondes. Il verra aussi... Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque plongée, pour aller vers cette quête-là des 100 mètres, je pensais à Jacques Mayol, à sa démarche, à comment il s'y était pris pour y arriver. Le Mayol descendait à 105 mètres, tête en bas. Donc il descendait la tête la première. 20 secondes. 35 mètres. Voilà Jacques. 1 minute 40. 11,5 kg de pression par centimètre carré. Au profondimètre, moins 105 mètres. Imaginez que j'étais sur un dauphin et à côté de moi j'avais ma femme compagne, Angela, qui me disait continue, continue, va jusqu'au fond. Et je suis arrivé jusqu'à son taille. Faites-le, regardez! « 100 mètres. Je suis dans un autre état. C'est cet état-là qui m'intéresse. À 100 mètres, mon apnée commence véritablement. C'est une zone où on est tellement proche des sensations, tellement fragile. C'est une zone de combat, une zone de mort. C'est une zone de mort. Là, on en a une 55. Il y a eu pendant des années des expérimentations sur les fréquences cardiaques avec plein d'apnéistes, différents apnéistes, notamment Mayol. Plus l'apnéiste descendait et plus la fréquence cardiaque baissait, jusqu'à atteindre des pulsations par minute qui étaient en dessous de 10. Le corps, certes, s'adapte, il s'adapte en profondeur, on appelle ça le réflexe d'immersion. Ça touche la fréquence cardiaque, ça touche la répartition des volumes sanguins dans l'organisme. On se demandait, mais jusqu'où la fréquence cardiaque va-t-elle aller ? Le cœur allait s'arrêter. Si c'était le cas, ça ferait un moment que tous les apnéistes profonds seraient morts. Le réflexe d'immersion, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Dès que l'eau touche notre face, on a des récepteurs qui disent « Oula, situation d'urgence, on va ralentir le cœur, il y a une chute du métabolisme ». Chez l'apnéiste entraîné, cette adaptation arrive beaucoup plus rapidement au moment de l'immersion. Une adaptation majeure qui rapproche l'apnéiste des grands mammifères marins. On assiste au réveil de capacités oubliées depuis des dizaines de millions d'années. Incroyable mémoire physiologique.
j'arrive, j'ouvre les yeux pour voir absolument rien. Et j'imagine que devant moi, là, il y a une infinité. C'est un état de liberté intense, total, absolument total. Tellement proche de la limite, tellement proche symboliquement de la mort, que je me retiens à peine à la vie pour prendre conscience de l'existence. Et ce que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est rien à la fois. J'en ai toujours un peu voulu à Loïc, parce que je lui ai demandé toujours, quand tu arrives en bas, tu ne restes pas en bas, tu remontes. Le plaisir, on en profite après. Et c'est pas facile. Quand on est au fond, c'est pas facile. C'est tellement merveilleux quand on écoute les apnéistes profonds que c'est difficile. Alors est-ce la narcose? Est-ce que c'est l'insouciance? C'est me sentir bien à cet endroit-là, ne pas avoir envie de respirer. Et à ce moment, s'engage un long dialogue entre l'apnéiste et lui-même. Au fond, je remonte pas, tu es bien. Bon. Alors, ça n'est pas une bonne chose de rester en bas parce qu'à un moment, quand on est au fond, on va se dire qu'il est temps de remonter. On va avoir le diaphragme qui commence à donner des signes de vie. Ce sont des spasmes du diaphragme. En fait, c'est un réflexe inspiratoire. On peut le contrôler un certain temps. Quand les gens commencent à sentir ça, ils peuvent se dire, bon, il est temps de remonter. Mais parfois, la remontée, elle est longue. « 2,05. Il sort dans 1 minute, là, à peu près. Normalement, Louis, il peut sortir dans... On touche pas, on touche pas, on n'oublie pas, on ne touche pas. Personne ne touche. On y va. Loïc est ramené vers la surface par son ballon gonflé à l'air comprimé. Le voyage retour va durer 1 minute 20. Il faut maintenant économiser le peu d'oxygène encore présent dans l'organisme. Épargner les organes vitaux, à commencer par le cerveau, l'organe le plus sensible à la privation d'oxygène, l'hypoxie. Ballon arrive, ça arrive. Ballon. Loïc remonte lentement les derniers mètres qui le séparent de la surface. Son corps s'apprête à reprendre son état terrestre, à connaître une forme de renaissance. Et en même temps, il faut que je me redéploie. Il faut que je redéploie mes poumons, que je revienne à la surface. Il me faut bien 5 minutes pour redéployer la flore pulmonaire, reprendre une inspiration, une bonne inspiration, me poser, parce que je suis essoufflé en même temps. Et c'est compliqué. Et parfois, c'est compliqué. Et parfois, c'est simple. Et c'est tout ça qui fait l'aventure de la profondeur. Quand je suis arrivé au fond, j'ai tapé le disque, j'ai fait « T'es arrivé là. Là, t'es arrivé, c'est gagné ». Et en remontant, avec la pression, avec tout ce qui se passe dans le corps, il y a plein de choses qui se passent dans la tête et puis tu réalises pas trop, quoi. Et je sors, c'est machinal, je suis content, mais au fond, c'est... Puis je suis resté longtemps au fond parce que j'avais envie, quoi. T'as envie d'aller jusqu'où maintenant? Le prochain, c'est quoi? Moi, au début, mon rêve, c'était de dépasser 150 mètres. Bah, je pense que ça va pas être que mon rêve. On va voir, là. Ça dépend aussi de plein de gens. Ça dépend pas que de moi. J'ai commencé au début. Je savais rien.
Je me levais le matin et puis j'allais dans l'eau, c'est tout. J'étais pas parti pour être l'homme le plus profond du monde. J'étais juste parti pour évoluer et comprendre la profondeur. Est-ce que ça existe des hommes poissons? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que ce sont des aptitudes? C'est le mot qu'on utilise. J'ai appris laborieusement en sentant les choses. J'ai ressenti les choses depuis le début. Et je les ai transcendées par le temps. Ce dont on est sûr, c'est que l'apnéiste qui s'entraîne progressivement met au point des adaptations. Si, à la naissance, vous êtes un peu plus poisson que quelqu'un, après 10 ans d'entraînement, celui qui avait du retard sur vous sera un homme poisson ou un homme dauphin, alors que vous serez encore un pur terrien. Et petit à petit, j'ai affiné mes sensations et j'ai senti qu'il fallait que je me relâche. Il y a à la fois des adaptations techniques, savoir se relâcher, un contrôle de soi et probablement là une lente et longue adaptation de l'homme à l'hypoxie. On s'est aperçu de choses qu'on ne connaissait pas. On s'est aperçu par exemple que l'homme devenait au cours d'une même séance meilleur en apnée parce que probablement, on ne peut le dire que comme ça, dans le monde scientifique, ça rate larguer progressivement au cours d'apnées successives des globules rouges dans le sang. Et on augmente la capacité de transport de l'oxygène. On arrive à tenir 8 minutes aujourd'hui, mais on pourrait se noyer à 3 minutes si on n'était pas entraîné. L'apnée idéale, c'est ne penser à rien, ce qui est extrêmement difficile. Mais essayer de le faire, c'est déjà un pas vers la connaissance. Détendre le corps de plus en plus, encore plus. On n'aurait pas assez d'une vie pour détendre entièrement le corps. La sagesse, elle vient dans la quête de la profondeur avec le temps. Et la répétition, c'est l'adaptation. Je m'adapte continuellement, tout le temps. J'ai toujours une sensation d'adaptation. À chaque descente que je fais, je ressens des choses qui sont très fines. Et le corps, l'esprit s'adaptent encore plus. Et plus le corps et l'esprit s'adaptent, et plus il acquiert une mémoire. Et plus c'est facile pour moi, à chaque plongée, de retrouver ces sensations sans devoir partir à zéro. Au début, aller dans 30 mètres, c'était toujours une aventure. À chaque fois, une aventure. Et au fur et à mesure, c'était 40 mètres. Et puis après, c'est passé à 50. Et puis après, à 60. À 70 mètres. Et puis je me suis retrouvé à un endroit où sans trop d'entraînement, quand je reprenais cette quête de la profondeur, le corps réagissait et se rappelait de l'endroit où j'étais allé. Le corps s'adapte parce qu'il a mémorisé ce qu'il a vécu en termes de pression, en termes de température, de toutes ces choses qui font que la mer est un milieu quand même assez compliqué au fond. Étonnante mémoire du corps. Des mécanismes complexes d'imprégnation du milieu, pour la plupart encore mal connus. Des mécanismes qui engagent la cellule comme les grandes structures biomécaniques de l'organisme. L'homme, depuis des millions d'années, est capable de s'adapter à tous les milieux. Dans le désert ou alors dans les glaces, en altitude ou en grande profondeur, l'homme s'adapte.
quelques personnes qui pratiquent l'aventure de la profondeur, eux aussi créent une certaine forme d'adaptation. Loïc part d'ici 5 minutes. 150 mètres, ça reste une barrière. C'est la barrière de l'adaptation. Moi, je me mets à l'oxy, je fais le chrono. Toi, tu te mets au frein. 10, 9. Quand j'arrive à 145-150 mètres, j'ai une sorte de blocage de mur. J'arrive devant un mur. Je bloque parce que je ne suis pas encore prêt pour y aller. 5, 4, 3, 2, 1. Loïc s'enfonce vers les limites de sa propre adaptation. On le sait aujourd'hui, l'un des obstacles majeurs de la grande profondeur est l'altération de la chimie du cerveau. Je sentais la narcose qui montait. Je sentais cette ivresse là qui s'empare de moi, du corps et de l'esprit, là, lentement comme ça, avec le froid, avec la profondeur. Et cette pression qui s'exerce encore plus, encore plus, encore plus. L'apnéiste profond peine à gérer la pression des gaz contenus dans son organisme et leurs effets sur le fonctionnement des neurones. 150 mètres, c'est la mer dans tout ce qu'elle a de plus hostile. Quand j'arrive au fond, j'ai cet effet de narcose parfois très très puissant, avec vraiment une sensation de me sentir partir. La narcose, c'est quelque chose de complexe. On est pratiquement certain aujourd'hui que l'homme est narcosé en grande profondeur en apnée. Ça pose d'ailleurs la question fondamentale de savoir jusqu'à quel degré l'apniste se contrôle en bas. C'est ça la narcose, c'est la sensation de toucher son corps et de ne plus le sentir. On sent un peu les dents tout autour là qui bourdonnent, on se sent à l'intérieur du corps sans toucher les parois du corps. C'est l'azote à une certaine profondeur. Ce gaz-là est toxique. On ferait bien aujourd'hui de se pencher sur ce qui est associé à cette narcose en dehors de la pression importante d'azote, c'est la pression partielle d'oxygène. On sait très bien que l'hyperoxie a peut-être parfois tendance à être euphorique, que l'oxygène est toxique en grande profondeur. Et ça, c'est quelque chose de très mal étudié. Alors aujourd'hui, le monde des athlètes avance un petit peu dans l'inconnu. Au fond, j'ai tous ces mouvements, ces automatismes à faire. Et la seule chose qui me tient éveillé, c'est cette répétition des descentes que j'ai faites pendant des années et des années. L'homologation d'un record, c'est descendre sous l'eau à une profondeur donnée, être sûr que c'est vraiment la bonne profondeur, avoir des gens pour le juger, sortir de l'eau et être capable de montrer qu'on n'est pas soit en syncope, soit en manque d'intégrité. Oh, rattrapez-le, bordel! L'apnéiste fait une syncope hypoxique en arrivant à la surface, tout simplement parce que
En bas, quand il est au fond, il n'a pas envie de remonter, mais il est toujours en vie. Son organisme consomme de l'oxygène et progressivement, il est en hypoxie, mais on ne s'en aperçoit pas à cause de la pression. Et quand il remonte, la pression diminue. Et alors qu'il ne pouvait pas tomber en syncope au fond, il tombe brutalement en syncope quand il arrive en surface. Une syncope, une perte de contrôle, une inconscience en surface, c'est quelque chose qu'on bannit, c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ça va, Loïc, ça va. Ça va, il reprend là. Ah ouais, c'est bon. Parce que c'est ça la maîtrise de la profondeur. C'est être capable d'aller à un endroit et de se faire accepter par la mer pour en ressortir indemne. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Et l'harmonie passe par l'intégrité physique. D'abord, la mort d'une apnéiste, une plongeuse, la Française Audrey Mestre, tentait de battre le record du monde de plongée en apnée dans les Caraïbes, au large de Saint-Domingue. Pour une raison encore indéterminée, elle est restée prisonnière de l'eau pendant 8 minutes et 41 secondes et elle est morte peu après son retour à la surface. Audrey, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui était fragile à la fois, qui a vécu l'apnée en profondeur à travers Pipine, la personne la plus expérimentée dans l'eau limite. Audrey, c'était une plongeuse de sécurité au départ, des records de Pipine. Elle s'est retrouvée être son amie, elle s'est retrouvée être sa femme et elle s'est retrouvée à vivre cette aventure. C'est pas possible et pourtant c'est arrivé. Pipine avait décidé qu'il serait le premier à 150 mètres. Il m'a envoyé un mail de félicitations quand j'ai battu mon record et il m'a proposé une descente tous les deux sur la même gueuse pour faire un record du monde en tandem. C'est ça qui l'intéressait. Donc on s'est rencontrés sur une petite île qui s'appelle Aruba, une île en face du Venezuela. On n'avait pas du tout la même technique, pas du tout la même façon de voir les choses. Absolument pas même. Francisco Pipín Ferreras, l'apnée spectacle. Une stratégie d'adaptation si différente de celle de Loïc. Avec Pipine, ça passe en force ou ça casse. La relation à la profondeur, la relation à la sécurité était complètement à l'opposé de ce que je peux faire. Une mer plombée. Deux hommes que tout oppose sur la même gueuse. Et en même temps, on allait au même endroit. J'avais discuté avec Pipine et j'avais dit « Ça me dérange de te dire ça parce que tu as 16 ans d'expérience, moi je viens d'arriver, mais quand même ce système-là, tu devrais le changer. Là, le gros truc là qui marche jamais. » Et il me dit « Ouais, mais tu sais, nous, on fonctionne à la cubaine. C'est du régime diététique. » Et puis en même temps, ça marchait bien pour lui. Parce que Pipine, c'est une force de la nature. C'est un mec qui fait presque 2 mètres de haut. C'est une masse. Terminus, moins 140 mètres et un problème mécanique. Le Cubain déploie des efforts insensés à cette profondeur pour faire décoller son engin. Dans le corps des deux hommes, la jauge d'oxygène chute dangereusement. Décollage. Enfin. L'énorme ballon de Pipine impose une vitesse de remontée incroyablement élevée. Le corps des deux hommes a à peine le temps d'affronter la décompression. Combien de fois j'ai vu Pipine sortir en syncope? Et quelque part, lui, ça
ça fait partie de sa démarche. Il sort de l'eau, et parfois il sort pas très bien, et en même temps il est revenu. Il en est revenu de cette profondeur-là. C'est qu'il est revenu de la mort. Il a survécu à ça. Il s'est réveillé. Peut-être que pour Audrey, c'était pas ça. Audrey, c'était une fille assez douce. Et quelque part, ce système-là, ce fonctionnement-là, peut-être ne lui convenait pas. Il peut y avoir des problèmes, mais il ne peut pas y avoir d'accident comme ça. Et en même temps, c'est la vie, c'est comme ça. C'est compliqué, c'est risqué ce qu'on fait. C'est tout ça qui m'a fait réfléchir à la sagesse qu'il faut avoir dans cette démarche-là. Aller lentement, tranquillement, pas forcément aller au record. Il n'y a aucune pression de quoi que ce soit dans cette discipline. C'est la douceur qui compte. C'est la composition avec l'eau. Tu réussis, tu rates, on recommencera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est extrêmement simple. Voilà. J'ai conscience des risques que je prends. C'est vrai qu'il faut y aller. Je sais qu'avec les années d'entraînement, on arrive à diminuer un petit peu toutes ces craintes. On en élimine certaines, on en contrôle d'autres. On maîtrise pas toujours tout. On ne peut pas progresser si on a peur. Avoir peur, c'est se mettre dans une situation de non-maîtrise, une situation de conflit. En bas, c'est froid, c'est compliqué, il fait noir, et t'es seul. Faut avoir de sacrées raisons de descendre en bas. Ça, je me suis toujours demandé et j'y ai pas la réponse. La peur de l'inconnu, c'est la peur de disparaître. Aller à un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois qu'on pourrait dire un jour, il va falloir devenir raisonnable. Quand on approche 150-200 mètres, on ne remonte pas totalement intègre. Moi, j'irai pas. Hein. J'irai pas. 6, 5, 4, 3, 2...
semaine après le décès de la Française Audrey Mestre, qui tentait un nouveau record de plongée en apnée, Loïc Leferme a dédié son exploit à la championne disparue. C'est dans les eaux profondes de la rade de Villefranche-sur-Mer qu'il a atteint 162 mètres de profondeur. Comme si j'avais accumulé de l'expérience, accumulé une sorte de pouvoir, de puissance que j'avais à l'intérieur qui demandait juste qu'à sortir. Et en bas, vraiment, l'impression d'habiter là-bas. Vous nous aviez dit qu'il fallait en bas que je pense à remonter le plus vite parce que tout le monde attendait. Ça doit être environ 5 minutes à 80 mètres. C'est quoi nos paliers? La suite de l'aventure aujourd'hui, c'est que je vais descendre à 171 mètres. Il y a les médias, il y a ma famille, il y a mes amis, il doit y avoir 150 personnes sur l'eau, peut-être plus. Je vais leur offrir ce spectacle. C'est difficile d'homologuer une performance comme ça, le jour J, à la seconde près. Ça reste encore de l'exploration, de la recherche. Le bateau, c'est où? Tu crois où sur la The wave is okay? Yeah? You're not sick? Good morning for you? Yeah, it's okay. De la recherche, a dit Loïc. Une recherche où l'apnéiste est son propre cobaye. Jusqu'où le corps et l'esprit d'un homme pourront-ils s'adapter aux gigantesques contraintes de la profondeur? Personne aujourd'hui ne peut répondre. Les prévisions des physiologistes et des biomécaniciens sont à nouveau prises en défaut. Sur chaque centimètre carré de sa peau s'exercera une pression de 20 kilos. Rapportée à la surface de son corps, la mer pèsera plus de 350 tonnes. La survie d'un apnéiste à de telles profondeurs reste un mystère. 5 minutes. 2:30. 1 minute. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lundi, nous irons en Chine, dans le Yunnan, à la rencontre des architectes de ces merveilleuses rizières en terrasse, les Hani. Depuis plus de 1000 ans, les Hani, descendants des Tibétains, cultivent ici 13 000 hectares de rizières. Notre guide, Li Wanma, photographe et Hani, connaît mieux que personne les heures où la